Bonjour à tous, très content d'être au BIG aujourd'hui pour parler de transition énergétique et de rénovation du bâtiment. Donc je vais me présenter rapidement, je suis Pierre Abadi, je travaille pour une société de gestion qui s'appelle Tikeo, qui a 26 milliards d'actifs sous gestion. Je suis le co-responsable d'une stratégie de transition énergétique. Donc c'est un fonds de private equity qui investit directement dans les fonds propres des PME françaises et européennes pour finalement promouvoir la transition énergétique. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Viette. Frédéric, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Frédéric Viette et je suis le président du groupe Rognon. Le groupe Rognon, c'est une ETI française indépendante qui s'occupe de rendre les bâtiments plus sûrs, plus confortables, plus durables, et je suis ravi de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Merci Frédéric. Donc Groupe Rognon, c'est une société dans laquelle on a investi au sein du fonds en 2019. L'objectif du fonds de transition énergétique qu'on a, c'est d'investir sous trois plans principaux de la transition qui sont l'efficacité énergétique, la pénétration du renouvelable et la mobilité bas carbone. Et en fait, on va parler aujourd'hui du bâtiment parce que le bâtiment, c'est un émetteur très sérieux de CO2 et d'où la logique d'investir dans des sociétés qui permettent de le rénover. Je vais juste revenir rapidement sur quelques informations avant de passer la parole à Frédéric et rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on est tous face à une crise sanitaire, on le voit même à l'accord Arena aujourd'hui avec BPI. Le Covid, c'est une crise sanitaire énorme, c'est une crise économique à venir et qui nous frappe déjà, mais c'est aussi une opportunité de réinvestir, une opportunité de réinvestir vers quelque chose qui est plus résilient. Il va y avoir de la relocalisation et dans cette relocalisation en fait il va y avoir des axes de compétitivité à chercher et pour la première fois on se retrouve avec une transition énergétique qui apporte cet axe de compétitivité tout simplement parce qu'elle réduit les coûts d'énergie. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit sur cette slide, hein, un monde qui était complètement globalisé vers un monde qui va se recirculariser un petit peu, se relocaliser et la transition énergétique va être un des axes prépondérants qui va permettre de gagner en compétitivité. Je rappelle juste qu'est-ce que c'est que l'urgence climatique et pourquoi finalement on veut faire ces choses-là aussi. Ce qu'ils nous disent les scientifiques finalement du GIEC, c'est que en pratique, pour la première fois, le réchauffement il est complètement lié à notre activité, que ce réchauffement il est lié à la concentration de CO2 dans l'atmosphère et qu'en pratique, en fait, on ne peut pas dépasser une certaine concentration à moins de irrémédiablement passer les 2 degrés qui peuvent être dramatiques pour nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire tout simplement qu'il nous reste une quantité de CO2 limitée à relâcher dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on parle de neutralité carbone à horizon 2050. Donc à gauche, c'est ce qu'on voit un petit peu sur le saut. La partie qui est grise et assurée, en fait, c'est ce qu'il nous reste à émettre avant irrémédiablement passer les 1,5 degré. Donc il reste 9% finalement du saut à remplir. Les gens parlent souvent de neutralité carbone à horizon 2050. En fait, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment on arrive à réduire les émissions de CO2 d'ici là. C'est ce qu'on voit un petit peu sur la droite. Donc en 2016, c'était le traité de Paris. On voit que depuis, on a continué à augmenter les émissions de CO2. Donc plus on avance dans le temps, plus il va falloir réduire rapidement. Donc il faut qu'on rentre on va dire dans une logique systémique. Comment on va réussir à réduire les émissions de CO2? C'est pas en faisant des annonces, c'est pas forcément en changeant d'attitude, c'est en regardant où est-ce qu'on émet les choses et finalement comment on améliore ce système. Là, je vous remets encore les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie et du GIEC. Donc aujourd'hui, en termes de réchauffement, on est à 1,1 degré de réchauffement. Irrémédiablement, en horizon 2035, on sera à 1,5. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est sur cette courbe à gauche de rester dans la bande verte, en fait, en réalité. Donc le monde, il a une certaine forme d'inertie. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se passer post-2035. Donc c'est pour ça qu'il est clé d'agir aujourd'hui, il est clé d'agir de manière complètement pragmatique. Ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que si on continue à faire tel qu'on l'a décidé, on va arriver à horizon 2040 à émettre plus de CO2 qu'aujourd'hui, ce qui est incompatible avec la vie humaine sur Terre. Donc il y a un schéma qui est durable, et en fait le schéma durable, c'est quoi? C'est avant tout l'efficacité énergétique, c'est la partie jaune de ce graphe, la pénétration des renouvelables et ensuite la mobilité bas carbone. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité énergétique. Quand on regarde de manière systémique, encore une fois, notre monde socio-économique, ça c'est quelque chose qu'a fait Carbone 4, donc c'est un cabinet de consultants qui compte le carbone. On est parti sur l'utilisation entre guillemets de notre système pour un Français moyen. Donc un Français moyen, il émet 11 tonnes de CO2 par an. Si on veut être compatible avec le traité de Paris, il faut sensiblement diviser ça par 5 et arriver à 2 tonnes de CO2.
Malgré tout ce qu'on nous dit, si on change d'attitude, c'est la première partie du graphe ici, on peut faire 12,5% de l'effort. Majoritairement en arrêtant de manger de la viande et arrêtant de prendre l'avion. Après, si on est un extrémiste du climat riche, on peut aussi investir dans une voiture zéro carbone et dans un bâtiment zéro carbone, c'est 12,5% de l'effort. Après, les 65%, c'est notre système. C'est le fait qu'on utilise des bâtiments, des infrastructures, des ascenseurs, tout ce qu'on veut. Tout ça, ça utilise de l'énergie. On construit des infrastructures pour nous, on émet du CO2 quand on le fait. Et c'est à cet endroit-là qu'on émet du CO2. Comme vous voyez, ici, il y a une partie qui correspond au logement, c'est celle-là. En fait, elle correspond sensiblement à 30% des émissions de CO2 globales. C'est ce qu'on voit ici un petit peu sur ce graphe. Le plus gros émetteur de CO2, évidemment, dans un système productif, c'est l'industrie, globalement. Ensuite, c'est le bâtiment. Et ensuite, c'est le transport. D'où l'importance du bâtiment. Alors ça, c'est dans un système monde. Dans un système France, c'est différent. On a quand même pas mal désindustrialisé dans le passé. Donc le bâtiment, il revient finalement en premier lieu. Et dans un système, on va en parler tout à l'heure, Île-de-France, c'est encore plus prépondérant. Donc maintenant, je vais parler un petit peu, je vais passer la parole à Frédéric qui va vous expliquer un petit peu en pratique comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, on n'est pas dans de la new tech, on n'est pas dans un changement révolutionnaire. Il y a un existant et cet existant, il faut y faire attention et le préserver et le rendre efficace. Frédéric, à toi. Absolument. Merci Pierre. Et ce qui est bien, c'est que tu as situé les enjeux globaux et on va se concentrer sur le bâtiment. On va se concentrer sur le bâtiment en France, en Île-de-France autour de nous. Et effectivement, comme tu l'as dit, le bâtiment, c'est le deuxième enjeu en France et c'est presque la moitié de nos consommations d'énergie. Et en Île-de-France, c'est grosso modo un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour résoudre nos enjeux que l'on doit résoudre de changement climatique, nous devons avoir une action massive, systématique, systémique sur nos bâtiments pour, d'ici quelques années, avoir fait des progrès considérables. Alors, pour cela, en fait, il y a des choses de bon sens. Dans l'ensemble des sujets, on sait que maintenant, on ne doit plus faire du jetable et qu'on a besoin de faire du durable. Le bâtiment, c'est exactement la même chose. On imagine bien que si on doit détruire et reconstruire l'intégralité de l'ossature d'un bâtiment, ce qu'on appelle les fondations, le gros œuvre, on imagine bien qu'on va devoir produire une quantité de matériaux considérable, mais on va aussi devoir se débarrasser d'une quantité de déchets de déconstruction absolument considérable. Et donc pour éviter ça, on peut en fait rénover l'ensemble des installations techniques, l'ensemble des installations de surface du bâtiment. Et bien évidemment, le bilan à tout point de vue, que ce soit en termes d'empreinte carbone, que ce soit en termes d'économie d'énergie, mais également tout simplement de coûts, le bilan il est évidemment extrêmement simple. Les 300 kilos de carbone par mètre carré qui seraient consommés dans toute cette construction, en fait, il aurait fallu 50 ans d'exploitation du bâtiment pour arriver à les compenser. On va économiser 40 à 80 fois la quantité de matériaux consommés quand on fait une rénovation plutôt qu'une construction. Et en plus, effectivement, on fait une économie. Donc, on a un sujet sur lequel on n'a pas à opposer écologie et économie. On a vraiment un alignement d'intérêts. Donc, la rénovation, c'est vraiment l'autoroute de la performance énergétique du bâtiment. Alors, sur cette autoroute, tout le monde se demande un peu à quelle vitesse on avance vraiment. Parce que ce n'est pas des sujets nouveaux, c'est des sujets dont évidemment on parle depuis longtemps et on fait déjà des choses. En fait, il ne faut pas avoir de doute, on est à un point de bascule. On est à un point de bascule et d'accélération considérable. En quelques années, plus personne ne doute de l'évidence du changement climatique et plus personne ne doute du fait qu'on doit agir. On a des attentes qui sont maintenant considérables de tout le monde autour de nous. D'abord, le grand public, nos clients, nos enfants, etc., tout le monde le voit. L'ensemble des parties prenantes de nos mondes économiques. Et puis, en tant qu'entreprise, nos salariés. Nos salariés nous demandent
d'agir, de nous engager, et le temps des paroles est derrière nous, bien sûr. Et aujourd'hui, plus rien n'empêche d'avancer vite. Nous avons les techniques et nous avons un cadre avec des incitations, un cadre réglementaire, des aides financières sur un certain nombre de sujets où il y a des dépenses importantes. Donc, l'accélération, elle est vraiment sous nos pieds, et le Covid a été la dernière lame du rasoir ou le dernier coup d'accélérateur dans cette prise de conscience évidente. Alors, concrètement, rénover un bâtiment, améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, de quoi on parle, comment on s'y prend, par quoi on commence, etc. Un bâtiment, c'est un système vivant et c'est un système complexe. Il y a tout un tas d'équipements techniques, d'organismes, de choses comme ça. En fait, on a une multitude de leviers d'action, d'équipements sur lesquels on peut améliorer les choses et agir. Avec des choses très légères, avec des temps de recours sur investissement de même pas 1 an, jusqu'à des choses plus lourdes, des rénovations plus lourdes, avec davantage d'investissement et des temps de retour plus longs. Et c'est tout ça qui résulte dans un bâtiment performant. Juste pour en illustrer quelques-uns, il faut bien sûr travailler sur les usagers du bâtiment qui sont des acteurs de sa performance. Le pilotage du bâtiment avec le smart building, avec des nouvelles technologies qui nous permettent de beaucoup mieux régler l'ensemble du fonctionnement. Il y a un domaine qui est très important et très au centre de ça, c'est évidemment toute la production de chaleur, la production de froid, la ventilation des bâtiments, leur éclairage, l'électricité, qui sont des sujets sur lesquels on a des solutions performantes, on peut vraiment faire des choses formidables et ils sont au cœur du sujet. Et puis on a évidemment l'isolation et l'enveloppe du bâtiment. Tout le monde sait que ça fait partie du sujet. Ce sont souvent des actions plus importantes, mais elles font évidemment partie de cet effort. Alors, mon message, si on veut avancer et si on veut avancer vite, c'est que ça ne va pas être un grand soir. Il n'y a pas un jour où on va se réveiller un matin, on aura vu une émission à la télé la veille et on va décider, allez, je casse tout mon bâtiment, j'ouvre tout, je dépense tout, je change tout. Ça arrivera de temps en temps si dans la vie d'un bâtiment, il a besoin d'être complètement refait. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas ça qui va se passer tout de suite. Et donc, il n'est pas question d'attendre un jour hypothétique où dans 30 ans, on va tout refaire. Ce qu'il faut faire, c'est s'embarquer dans la vie du bâtiment pour saisir chaque opportunité, chacune de ces opportunités à l'occasion d'une évolution technique, à l'occasion d'un système qui a un peu vieilli, à l'occasion d'une évolution de l'utilisation du bâtiment ou de ses occupants, etc., pour franchir une marche et pour avancer. La deuxième chose, c'est que ça ne doit pas être fait uniquement omnubilé par le seul objectif de la performance énergétique. On ne peut pas améliorer la performance énergétique d'un bâtiment contre la performance du bâtiment lui-même ou contre les usagers qui vivent, qui habitent ou qui travaillent dans ce bâtiment. Un bâtiment, il sert à quelque chose, il sert à ce que ces gens y vivent et y soient bien. Et donc, quand on pense performance d'un bâtiment, oui, il y a la performance énergétique et les économies d'énergie qui vont derrière. Mais il y a aussi le confort. Le confort, chaleur, qualité de l'air, éclairage. Il y a la durabilité du bâtiment. Si on fait un choix technique qui va réduire la durée de vie du bâtiment, bien évidemment, on fait une bêtise par rapport à ses propriétaires, par rapport à la valeur patrimoniale de ce bâtiment, et donc on ne va pas les embarquer avec nous. Mais on fait une bêtise en termes écologiques si on a réduit la durée de vie de ce bâtiment. Donc, chacun des sujets doit être pris avec une vraie compétence et à la fois une vision pragmatique et court terme, parce que vous avez compris, nous n'avons pas le temps d'attendre, mais avec une vraie stratégie patrimoniale et de long terme sur à quelle vitesse, dans quel ordre, dans quelles étapes on amène nos bâtiments plus loin à tout point de vue. Alors, il faut l'illustrer par quelques exemples.
Et j'ai choisi un certain nombre d'exemples finalement pour leur diversité, tant de types de bâtiments que de types d'actions. Alors, je trouvais intéressant de parler d'un bâtiment haussmannien. Un bâtiment haussmannien, voilà un bâtiment qui a un siècle et demi, qui a une architecture qui fait partie du patrimoine. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et nous avons, notre entreprise Ravieri Coboni, a travaillé sur ce bâtiment qui est Paris 15e, avec une toiture traditionnelle en zinc et ardoise, qui avait besoin d'être rénové. Une toiture comme ça dure 50 ans. Donc, si on rate le train de faire une action d'amélioration énergétique quand on la rénove, ben le prochain train il passe dans 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait la rénovation complète de la couverture traditionnelle dans le respect de l'architecture de ce bâtiment haussmannien. Et avec deux solutions techniques complémentaires, la pose d'un isolant mince multicouche, multiréflecteur, au niveau de ce qu'on appelle les brisées en ardoise. Alors les brisées, c'est les surfaces verticales qui sont les parois de ce dernier étage et sur lequel on ne peut pas rajouter d'épaisseur parce que sinon on défigure le bâtiment. Et donc cette solution a permis un gain de performance important à ce niveau-là. Et au niveau de l'ensemble de la surface horizontale de la toiture, là, il a été plus performant de mettre une épaisseur importante de laine isolante sous toiture au niveau des combles. Au global, on a une solution qui préserve l'aspect architectural et la valeur patrimoniale du bâtiment et de la ville, qui amène des économies de chauffage importantes et qui amène des économies de confort importantes en hiver, mais aussi en été, et vous savez qu'évidemment on a un sujet de canicule et que le sujet de confort en été devient un sujet de plus en plus majeur pour ce bâtiment. Un deuxième exemple, très divers lui aussi, un immeuble de copropriété récent, pas encore équipé en borne de recharge électrique, et puis un premier copropriétaire qui exprime le besoin, et puis évidemment il faut prévoir l'avenir. Une solution simple d'installation de 5 bornes de recharge électrique dans les parkings de cette copropriété avec un système d'identification par badge RFID qui permet que puis plusieurs véhicules électriques puissent être acquis dans cette copropriété et permet de voir venir loin. Et puis avec un système qui leur donne un accès partagé, en même temps contrôlé, avec une refacturation des différents utilisateurs à l'usage, un service pour la copropriété, et puis évidemment c'est une plus-value, c'est une valeur supplémentaire, à la fois pour des copropriétaires d'un lot de parking et pour des copropriétaires de cet appartement. Vous voyez au passage que l'immeuble, en termes de performance énergétique, l'immeuble il est connecté à la ville, puisque là on a une amélioration dans l'immeuble, mais qui permet une amélioration sur la mobilité. Encore un exemple bien différent pour un département, une collectivité territoriale, le conseil départemental du Val-de-Marne, qui gère les collèges. Et donc il y a un parc d'une centaine de collèges. Donc il a un parc avec des collèges récents ou plus anciens, et avec des techniques, des équipements de chauffage ou des types de bâtiments aussi extrêmement divers en termes d'équipement, en termes de génération. Et la collectivité s'est fixé un objectif ambitieux de, sur moins de 10 ans, rationaliser les charges et abaisser les consommations énergétiques sur l'ensemble de ce parc. Et donc, notre entreprise Réolian Multitech a pris en charge 2 actions. Le remplacement des anciennes chaudières par des nouvelles générations de chaudières à condensation qui ont un rendement énergétique très supérieur. Et puis la refonte des gammes de maintenance. Et là aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez. On peut mettre le meilleur équipement du monde. Si cet équipement n'est pas bien installé et s'il n'est pas bien maintenu et bien réglé dans la durée, nous n'en aurons pas tout le bénéfice, voire aucun bénéfice. Donc c'est un tout. Et l'ensemble de ces actions sur l'ensemble de ce parc de collèges a permis une consommation de l'ordre de moins 20 à moins 25%, avec des investissements amortis sur une durée de 5 ans. Donc extrêmement rapide.
Et un dernier exemple pour illustrer des solutions assez formidables qu'on est capable de faire sur des sujets de chauffage et de climatisation. Et donc là, on est sur un immeuble tertiaire, un immeuble de bureau qui a une quarantaine d'années, donc un immeuble extrêmement classique, comme on en voit des dizaines dans les grandes villes autour de nous. Les immeubles de bureau, quand ils ont une surface vitrée, ils ont un certain nombre de particularités, et notamment qu'ils ont besoin de beaucoup être rafraîchis. Ils ont besoin de consommer beaucoup de froid, même en mi-saison. Mais souvent également, en fait, ils ont besoin au même moment, à la fois qu'on les chauffe et puis à la fois qu'on les refroidisse à un autre endroit du bâtiment. Il suffit d'avoir une façade ensoleillée, une façade à l'ombre, ou il suffit d'avoir, dans les immeubles de bureaux, on a très souvent, si vous voulez, des salles serveurs. Et des salles serveurs, c'est des mini data centers, et ça produit de la chaleur. Donc ça a besoin d'être refroidi, alors qu'on est peut-être même en hiver et qu'il faut chauffer ailleurs. Et donc ce bâtiment, comme la plupart des bâtiments qui ont été construits dans ces générations, il avait les équipements qui étaient le mieux possible, l'état de l'art à l'époque. C'est-à-dire un chauffage électrique qui consomme pas mal d'électricité, et puis une climatisation à eau glacée avec là aussi beaucoup de consommation d'électricité. Et un truc qui est quand même un peu rageant, mais c'est comme ça, c'est qu'en général, il faut chauffer et refroidir en même temps et consommer des deux côtés dans le même bâtiment. Et malgré ça, malgré tous ces efforts, en termes de confort pour les utilisateurs, on peut faire mieux. Dans les petites contraintes, c'est que le bâtiment il était occupé et qu'il n'y avait pas de moment où le bâtiment allait être vidé. Donc il fallait trouver un moyen de faire ces améliorations avec le bâtiment occupé. Alors je vais faire 2 secondes de technique, mais c'est pas compliqué et vous allez voir un peu ce qu'on peut faire et c'est vraiment assez sympa. On a mis dans ce bâtiment une pompe à chaleur qui peut produire à la fois de la chaleur et à la fois du froid. C'est le principe des pompes à chaleur. Et celle-là, elle peut produire en même temps du chaud et du froid. Et nous avons mis en place les circuits dans le bâtiment pour récupérer la chaleur là où il y en a. Typiquement, s'il y a une façade ensoleillée à un moment, ou ces fameuses salles serveurs qui dégagent de la chaleur. Mais aussi récupérer le froid là où il y a des endroits où le bâtiment est à un moment trop froid, les faire recirculer et que la pompe à chaleur en renvoie ensuite l'énergie aux endroits du bâtiment qui en ont besoin. En résultat de ça, on arrive à ce que pour 1 kWh d'électricité consommée par ce bâtiment, il y a 3,5 kWh de chaleur utile et de froid utile qui sont produits pour fournir le confort dont le bâtiment a besoin. Donc vous voyez, ça a l'air presque magique. C'est ce que permet une pompe à chaleur avec toute cette optimisation de l'ensemble de l'énergie à l'échelle du bâtiment. Et 1 kW consommé, on génère 3,5 fois plus d'énergie. On a également des systèmes comme cette centrale d'air double flux. Alors c'est quoi cette bête-là ? C'est tout simplement un bâtiment, il doit respirer. On n'a pas envie de respirer de l'air vicié qui n'est pas renouvelé. Donc il faut bien aspirer de l'air extérieur et rejeter de l'air intérieur. Et si on fait ça tout simplement sans rien de plus, évidemment on aspire de l'air froid en hiver, qu'il faut réchauffer, il faut consommer plein d'énergie pour le réchauffer. Puis une fois qu'on l'a bien réchauffé, on rejette cet air chaud dehors, comme c'est dommage. La ventilation double flux permet d'avoir en fait un échangeur de chaleur entre l'air chaud qu'on va rejeter et l'air froid qu'on va faire rentrer. On réchauffe l'air froid grâce à l'air chaud qu'on s'apprête à rejeter. Et donc, deuxième économie d'énergie avec quelque chose de très simple et avec des équipements, vous voyez, qui sont de bon sens et qui sont extrêmement simples. Résultat de ce projet, qui vous voyez utilise des techniques parfaitement maîtrisées aujourd'hui, une réduction très importante des consommations d'énergie dans ce bâtiment, un gain de confort majeur pour les usagers dans l'ensemble des zones de bureaux, le tout avec une continuité de fonctionnement de l'immeuble. Vous voyez que la rénovation énergétique sur des bâtiments qui existent, qui ont 40 ans, permettent de les changer de génération, permettent de leur donner une deuxième vie
avec des actions extrêmement ciblées là où il y en a besoin. Merci Frédéric. Je trouve que ces exemples ils sont super intéressants et en fait on comprend le besoin d'avoir opérationnellement la capacité à fournir plein de choses. En fait, quand on regarde les exemples différents, en fait, le premier c'est finalement on prend l'opportunité d'une rénovation d'un bâtiment pour sa valeur, c'est-à-dire qu'on change le toit et ça se passe tous les 50 ans et en fait on améliore son efficacité énergétique. On prend l'occasion de le faire. Et donc il faut savoir faire les deux. Le deuxième, c'est on répond à une demande structurelle d'un changement d'habitude de notre organisation. Des gens passent au véhicule électrique. Le troisième, on répond à une demande finalement d'amélioration d'efficacité énergétique. Et le dernier, je trouve que c'est finalement le plus intéressant parce qu'il allie, je modifie des choses, mais je regarde le bâtiment dans son écosystème en général. Et là, on s'aperçoit que le gain, finalement, il est phénoménal, quoi. On est en train de dire que plutôt que de réchauffer un endroit qui est froid et de refroidir un endroit qui est chaud, on réfléchit un peu, on fait se croiser les flux, on fait un petit peu de physique, on fait un peu d'ingénierie. Et en fait, en réalité, on est quand même en train de dire qu'on utilise quasiment 4 fois moins d'énergie que faire les choses bêtement. Donc on n'est pas du tout que dans de la technique de pause où juste j'ai besoin d'un nouvel équipement et ça va améliorer. C'est l'alliance de plein de techniques, c'est l'alliance de l'opportunité en fait, lorsque les gens décident de faire des travaux pour d'autres raisons, d'améliorer le bâtiment. Et c'est finalement éviter de tout casser pour tout reconstruire, qui est complètement désastreux d'un point de vue cycle de vie complet. Donc moi la question que j'ai, c'est finalement comment on fait pour faire ça, parce que là on a parlé de plein de corps de métier. Enfin je veux dire, comment on arrive à faire fonctionner tout ça? Mais effectivement, on voit bien que tout ça c'est très sur mesure et que il faut être capable d'accompagner la vie de chaque bâtiment en fonction de ce dont il a besoin, s'il a besoin de rénover ceci ou cela, cette année ou l'année prochaine. Et nous, c'est ce que font les entreprises du groupe Rougnon. Les entreprises du groupe Rougnon sont des entreprises qui sont spécialisées sur l'intégralité de ces métiers techniques, on appelle ça des corps d'état techniques, qui en fait sont tout ce dont le bâtiment a besoin pour vivre et pour fonctionner. À la fois finalement tout l'énergie qui circule dans le bâtiment. Moi j'aime bien finalement prendre une analogie avec le corps humain. Un bâtiment, c'est vivant, ça utilise de l'énergie et finalement, c'est un peu comme le sang dans notre corps. Cette énergie, elle doit circuler, elle doit être produite à certains endroits et elle doit être amenée dans les endroits où les gens en ont besoin ou bien des équipements en ont besoin. Et c'est aussi une enveloppe, une peau qui fait que ce bâtiment doit être protégé du milieu extérieur, des agressions du milieu extérieur, mais en même temps doit respirer. Et il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Sur la respiration du bâtiment, on pense isolation. Si on transforme un bâtiment en un thermos complet et que le bâtiment ne respire plus, on va créer en fait une accumulation d'humidité, on va empêcher l'humidité de s'évacuer à l'extérieur de ce bâtiment. En quelques années, on va créer des pathologies graves sur la structure du bâtiment, sur sa charpente, etc. Donc, chaque métier doit être abordé finalement, comme je le disais tout à l'heure, en pensant performance énergétique, mais aussi en pensant durabilité, performance architecturale, confort des usagers, valeur patrimoniale. Bon, c'est ça nos métiers, c'est ça le métier de chacune de nos entreprises qui interviennent sur tous ces aspects. Les systèmes de chauffage, les systèmes de ventilation et de climatisation, l'électricité, courant fort, courant faible, le contrôle d'accès, les portes et les accès des bâtiments, l'étanchéité, la couverture, l'isolation, etc. Et qui vont à la fois faire des travaux techniques, mais à la fois l'entretien, la maintenance technique, le dépannage pour que ces installations restent dans un état de fonctionnement optimal en termes de performance dans la durée. Et ces entreprises, avec nos 1000 ingénieurs et techniciens en Île-de-France, elles vont intervenir soit l'une d'entre elles en fonction si le besoin précis d'un bâtiment est d'intervenir sur l'un de ces équipements spécialisés, soit à plusieurs, ensemble, si il faut une action beaucoup plus globale, regroupant
plusieurs techniques et l'interface entre plusieurs techniques sur un bâtiment. Voilà, c'est ça le métier passionnant et merveilleux qu'on fait. Et avant de te passer la parole, on est effectivement sur un point d'inflexion. Le sujet de la rénovation énergétique, c'est le premier sujet que le gouvernement a choisi pour le plan de relance post-Covid qui est annoncé, avec des sommes considérables. J'espère qu'elles seront associées à des dispositifs simples qui permettront d'agir vite et de libérer les énergies. Je pense que c'est à raison, c'est à dessein que cet axe a été choisi comme le premier axe. Bon, on est sur un des sujets majeurs pour accélérer ce changement climatique. Mais on est aussi sur un levier d'emploi, de proximité non délocalisable. Ça n'est pas des usines qui font tous les boulots dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Moi, pour bien faire mon métier, je ne peux pas acheter une grosse machine qui va être très performante. Ce sont nos hommes et nos femmes compétents et performants qui font ce métier. Et c'est des métiers non délocalisables dans lesquels il y a des vraies compétences, des vraies technicités, mais qui en même temps sont des métiers qui sont accessibles et qui permettent des parcours de carrière exceptionnels avec des réalisations exceptionnelles. Et on est évidemment, et le gouvernement l'a bien vu, sur un enjeu majeur, également tout simplement pour la relance de l'économie française. Donc, quel enjeu magnifique. Merci Frédéric. Donc, je voulais juste revenir en fait rapidement sur cette slide-là un petit peu du système France et voir pourquoi finalement tous ces montants ils sont engagés sur le bâtiment, parce que ça peut paraître un petit peu curieux à première vue d'investir autant dans le bâtiment. Simplement quand on regarde ce graphe-là, on s'aperçoit que notre système en fait en gros il est en train de consommer 30%, 30% des émissions de CO2 sont liées au bâtiment, quoi. Comme Frédéric vient de vous le montrer avec des exemples très pratiques, hein. Là on rentre pas dans de la rocket science, on s'amuse à refaire un toit, on met de l'isolant, c'est 30% d'économies qu'on fait. On va dans des écoles, on change les chaudières, c'est 25-30% d'économies qu'on fait. On gère un bâtiment de manière complètement, on va dire, intelligente dans son approche, comme on l'a vu dans le dernier exemple, on divise par 4 ces choses-là. Ça, c'est des gains de compétitivité énormes pour le système France. C'est-à-dire que quand on en fait partout, en fait, c'est toutes les entreprises, c'est tous les gens qui vivent, qui dépensent moins d'argent juste pour chauffer un bâtiment, en résolvant des choses qui sont un petit peu bêtes en fait. Ça sert à rien de dépenser cet argent. Combien de bâtiments on voit à Paris, là on va rentrer dans l'hiver, avec des chaudières qui sont vieilles, au fioul, mal régulées, et les premiers, deuxièmes étages où on ouvre les fenêtres parce qu'on a chaud, et le cinquième et sixième on a froid, et c'est pour ça qu'on fait tourner les chaudières à fond. Donc avant de rentrer dans la nouvelle chose qui va nous sauver, regardons l'existant, rénovons-le, améliorons sa durabilité. Et en fait, on a des effets qui sont complètement fantastiques. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que tout simplement l'économie et l'écologie ne sont pas dissociées. On a l'économie qui est complètement au service de l'écologie et l'écologie qui est complètement au service de l'économie. Donc je pense que c'est un petit peu la conclusion qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vais juste vous donner 2 petits chiffres supplémentaires. Nous, on a investi dans le groupe Rougnon par conviction sur son action climatique. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est pas du tout de la philanthropie, on a des gens professionnels qui finalement rénovent le bâtiment en Île-de-France. Par contre, on a aussi mesuré finalement leurs impacts. Je peux vous dire aujourd'hui que quand Groupe Rougnon agit sur une chaudière, en fait ça a un payback CO2 d'environ 3 ans. C'est un payback financier, on l'a vu, en fait d'environ 5 ans, donc c'est rentable et c'est aussi, on va dire, intelligent en termes de réponse à l'urgence climatique. L'activité des nouvelles chaudières de Groupe Rougnon sur l'année 2019, ça permet d'éviter 200 000 tonnes de CO2 sur leur durée de vie. 200 000 tonnes de CO2, c'est sensiblement à peu près la consommation, enfin plutôt les émissions associées à la consommation électrique des habitants de la ville de Marseille. D'accord ? Et ça, c'est ce que fait Groupe Rougnon tous les ans. Donc pour faire de l'impact, on n'a pas à faire de philanthropie ni d'avoir d'idées folles, hein. On peut faire des choses simples, regarder le système, l'améliorer, le rendre durable. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou ouais. Pardon. Bonjour, donc j'ai répondu à quelques questions du chat. Donc on a 2 questions, dont une assez précise pour Frédéric et puis une plus sur l'aspect changement climatique, peut-être pour Pierre. Une question sur le rapport en fait de consommation énergétique et carbone entre
un immeuble qu'on construit, donc de la nouvelle construction, versus un bâtiment existant. Donc peut-être pour redonner encore le plaidoyer pour l'intérêt de la rénovation. D'accord. Un bâtiment intégralement neuf, au top de l'état de l'art, de ce qu'on peut faire aujourd'hui, va pouvoir être plus efficace encore qu'un bâtiment rénové dans sa consommation d'énergie et dans son empreinte carbone. Même si les bâtiments neufs ne fonctionnent pas toujours facilement du premier coup, même si entre les performances sur la plaquette et les performances qu'il faut ensuite obtenir dans le réglage, dans la vraie vie, peuvent être un peu différentes. Mais voilà, un bâtiment neuf est performant, bien sûr, heureusement, c'est fait pour ça et les techniques ont progressé. Mais l'empreinte carbone pour le construire, avec l'ensemble des matériaux, fondations, grosses œuvres, beaucoup de béton à fabriquer, ensuite tout ce qui est déconstruction du bâtiment existant, précédent s'il y en avait un, avec les déchets de chantier. L'artificialisation des sols supplémentaires qu'on induit si on va créer un nouveau bâtiment sur un terrain qui était naturel avant. Tout ça, évidemment, a une empreinte carbone considérable. Et donc, on estime que pour que le supplément de performance, en moyenne, bien sûr, c'est des moyennes tout ça, mais pour que le supplément de performance du bâtiment neuf dans son fonctionnement puisse compenser l'ensemble de cette empreinte carbone de sa construction, il va falloir en gros une 50aine d'années. C'est ça l'idée. Ça, je voulais juste réagir à ça. En fait, ça c'est complètement vrai ce que dit Frédéric. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. On a besoin de nouveaux logements et il faut les construire. Il ne faut pas oublier quelque chose, quand on utilise le système monde fonctionne avec 85% de fossiles. Donc bouger dans le système monde, faire quoi que ce soit, faire une nouvelle infrastructure, c'est émetteur de CO2. On répond à un besoin. Les gens ont besoin de se loger, on construit quelque chose. On a des normes, RT 2012, RT 2020. On peut faire des bâtiments passifs. Ils sont passifs à l'utilisation. Ils ne sont pas passifs lorsqu'on les construit. Quand on regarde les émissions de CO2 mondiales, les premiers, c'est acier, aluminium, ciment. C'est les plus gros émetteurs. Dans des bâtiments, on met de l'acier et du ciment. C'est un très très gros émetteur. D'où le payback CO2 dont Frédéric parle de 50 ans. Donc en fait, il est absolument bête de détruire pour reconstruire. Il n'est pas du tout bête de construire pour une nouvelle demande. On a une nouvelle demande, c'est comme ça. On vit dans un écosystème ici où en fait, on a en plus des beaux bâtiments et du beau patrimoine, on n'a carrément pas envie de le casser du tout. Mais ça, c'est un petit peu la logique en fait, c'est que en réalité, il faut prendre les choses pragmatiquement. Casser pour refaire, c'est complètement à contrario de ce qu'il faut faire pour répondre à l'urgence climatique. Je le rappelle, on a 10 ans pour agir. Donc tout ce qui est un payback CO2 de plus de 50 ans, ça n'a pas de sens. On est en train de rendre la situation plus compliquée. Donc la rénovation aujourd'hui dans du bâtiment existant, c'est un payback CO2 3 ans, 5 ans. Ça marche avec on va dire, l'urgence climatique. Et en plus de ça, ça préserve un patrimoine qui est en plus beau. Merci beaucoup. Les gens qui nous suivent donc, sur le live ont été assez séduits par l'exemple de l'immeuble tertiaire qui a été rénové avec notamment la solution de la pompe à chaleur. Et donc on a une question très précise pour savoir s'il s'agit d'une solution pompe à chaleur de la société France Énergie. Je crains malheureusement de ne pas être capable de répondre. Ok, mais côté groupe Rougnon, vous achetez ce genre d'équipements, vous ne les fabriquez pas? Bien sûr, oui, on ne fabrique pas ces équipements parce que ce sont des équipements techniques fabriqués par des industriels. Il y a une variété sans limite d'équipements et donc nous on s'attache à sélectionner les meilleurs types d'équipements qui sont le plus adaptés à la problématique d'un bâtiment donné à un instant donné. Donc, mais effectivement, absolument pas à les fabriquer nous-mêmes. Merci, merci beaucoup. Alors, une dernière question, Pierre, pour toi, qui dépasse le sujet de la rénovation thermique.
On voit qu'aujourd'hui, les solutions digitales peuvent être des solutions qui vont nous permettre d'éviter des transports carbonés ou des alternatives plus carbonées. Mais c'est aussi un secteur, le digital, le numérique, qui consomme énormément et qui émet du carbone. Quelle est ta vision sur l'intérêt du digital pour la transition bas carbone ? Alors là, on rentre sur une question plus générale qui est liée à la relocalisation, qui est liée à la réindustrialisation. Je pense qu'il y a 3 leviers fondamentaux. On va dire, si on revient sur le sujet qu'on avait au début, qui est finalement le fait qu'on va se relocaliser et qu'on va se réindustrialiser. Dans le monde globalisé dans lequel on vivait, on allait chercher le coût du travail le moins cher possible. Donc en fait, le problème de compétitivité qu'on a aujourd'hui, c'est un problème qui vise à dire comment j'arrive à compenser le coût du travail que j'avais pas cher. On mettait manifestement pas du tout les externalités négatives de payer ce travail pas cher. On a décidé de se réindustrialiser. Pour moi, il y a 3 leviers majeurs en fait qui permettent une réindustrialisation et une relocalisation compétitive. Peut-être pas en compensant ce coût du travail. C'est l'automatisation, c'est-à-dire que par design, je vais construire des choses lorsque je me pose la question qui sont bien. C'est un petit peu finalement le sujet qu'on avait. Je fais du neuf, en fait, je le fais bien. Et donc par design, ça fonctionne bien. De la digitalisation, parce que la digitalisation, en fait, elle va nous permettre finalement d'optimiser ces choses-là. On a besoin de beaucoup plus de sensors. Nous, on a investi dans une société qui s'appelle Crowley Carbone, qui met beaucoup de sensors dans des usines. On arrive à baisser de 50% la consommation des usines. Ça passe par le fait que finalement, tous ces petits sensors, ils valaient 6 000 €, 8 000 € au moment des constructions d'usines. C'était impossible de les mettre. Aujourd'hui, ils valent 85. Donc la digitalisation, elle est clé dedans. Et ensuite, la transition énergétique au travers des 3 gros aspects. Efficacité énergétique, qui vont être finalement bâtiment, commercial, usine. Ensuite, renouvelable distribué, donc j'auto-consomme mon énergie. Et ensuite, mobilité bas carbone. La question, je pense qu'il y a un biais en plus qui m'amène normalement à parler de la 5G ou quelque chose comme ça. Le sujet, c'est comment on arrive à améliorer la digitalisation. Aujourd'hui, on le sait, oui, effectivement, la digitalisation, ça consomme. Le streaming, aujourd'hui, c'est sensiblement, je crois que c'est le Shift to Carbon 4 qui a fait cette étude, c'est sensiblement 5% des émissions de CO2. C'est plus que finalement le transport aérien. Le transport aérien, c'est 3% des émissions de CO2. C'est sensiblement la même chose que les émissions de CO2 de l'Espagne. Voilà. Dans ce streaming, en fait, c'est majoritairement en fait, du YouTube, du Netflix, et le troisième, c'est YouPorn. Donc voilà, c'est une utilisation en fait qui est quand même pas très utile. Et donc souvent les gens disent en fait la 5G elle sert à rien parce qu'on fait déjà n'importe quoi avec cette digitalisation. Et c'est là en fait, je rentre en désaccord. On a commencé avec cette digitalisation par faire n'importe quoi. Je pense que dans le n'importe quoi, on peut pas faire plus. C'est pas à nous de faire changer l'habitude des gens. Par contre, passer à un système qui permet à plein d'équipements de se parler entre eux, c'est maximiser finalement l'utilisation de ces sensors, c'est maximiser la capacité à optimiser. Je pense que la phase d'après, en fait, elle nous permet de passer à une tranche supplémentaire. Donc effectivement, peut-être que c'est consommateur d'énergie. C'est un secteur en croissance, donc ça va en consommer plus. Mais aujourd'hui, dans l'aspect des choses, c'est beaucoup moins que de casser quelque chose pour le reconstruire avec de l'acier, de l'aluminium et du ciment. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, je le rappelle ici, j'ai un graphe, l'industrie c'est 43%, le digital c'est 5%. Quoi. Et ces 43%, il y a les 2 tiers qui sont effectivement industrie de l'acier, industrie de l'aluminium et ciment. Donc, toutes choses égales par ailleurs, je pense que c'est très important d'être capable de développer la digitalisation un maximum pour le end-user, enfin pour le consommateur final, parce que c'est un levier qui est énormissime. Et finalement, Frédéric en a parlé ici, quand il dit, voilà, en fait, il y a 3 choses. Pilotage des comportements, production et distribution de l'énergie, enveloppe du bâtiment. On voit l'enveloppe du bâtiment, celui qui a un payback CO2 qui est le moins bon. Ici, on va parler de changement de pompe à chaleur, de choses comme ça. C'est un payback CO2 qui est très bon. Ça, c'est un payback CO2 qui est infini. La digitalisation, elle est ici. J'ai de la donnée et je pilote mes comportements. Finalement, même parfois sans avoir à me poser la question de changer mon comportement parce qu'il va y avoir quelque chose qui va le piloter. Donc je pense que c'est clé. Effectivement, en fait, la meilleure énergie qu'on ait, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas en fait. Très bien. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, Pierre et Frédéric, pour cette masterclass. Et merci à tous ceux qui l'ont suivi en live sur les différents canaux de retransmission. Merci à tous. Voilà, écoutez, vous avez vu, on a les solutions, on a l'envie, il n'y a plus qu'à.